Yes, ça fonctionne, c'est magique. Ces transitions, elles sont géniales. Je les adore. Salut tout le monde. Ça, là. Salut, salut. Hop là. Allez, je vous mets dans le chat. Ceux qui sont pas encore... Oh putain. Je vais baisser le son. Salut Kato. Quel beau gosse. Non, tu dois te tromper là. Non, tu dois te tromper là. Bon, donc ouais, je fais un nouveau petit format ce soir. Ça va faire du bien de pas faire du gaming. Dites-moi si le son est bon dans le chat. Vu que je vais pas regarder mon propre stream, c'est un peu problématique. Hop là, on va faire ça. Le son est bon. Je vais même essayer de mettre un petit peu de musique de fond. Hop, hop, hop. Bah voilà, The Witcher 3, c'est parfait. Hop là. Ouais. Je vais baisser un peu le son. J'espère que le son de la musique est pas trop fort. Parfait. Je regarde, je teste en vitesse. Parfait. Je regarde, je teste en vitesse. Ok. C'est bien. Donc ouais. Quelle période va-t-on traiter? Bonne question. Alors déjà, je vais expliquer le concept de ce que je veux faire. Parce que si certains sont motivés, ils pourront aussi venir. Globalement, vous prenez un auteur ou un livre en particulier qui vous intéresse et vous le présentez. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vais faire ce soir. Salut Tangrine. Et bah, s'il y a certains qui sont intéressés, vous êtes plus que le bienvenu. Vous me préviendrez à l'avance. Donc vous pouvez me joindre sur Twitch, vous pouvez me joindre sur Facebook. Si vous m'avez sur Steam et que vous êtes un gamer, vous pouvez aussi me joindre sur Steam. Comme ça me permettrait d'aller prendre les photos de vos livres et de préparer un peu l'interface derrière pour que les gens aient un peu idée de quoi on parle. Donc globalement, comme je vous dis, vous présentez un auteur, vous présentez un bouquin, et puis voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu l'exemple de ce que je vais faire ce soir. Et si certains sont motivés, de toute façon je le ferai tous les vendredis soirs. Il y a Jack Laps qui semble être motivé là, pour la semaine prochaine pour présenter un bouquin que j'ai lu aussi d'ailleurs, donc je pourrais interagir avec lui sur le bouquin. Et ouais, vu qu'on est potes IRL et qu'on a une passion pour les bouquins, forcément il achète des livres, je en achète aussi et on se les prête. Donc moi je dépense énormément d'argent, j'ai un budget livre chaque mois. Quoique pas ce mois-ci parce que je vais être fauché, et le mois suivant aussi probablement. Mais ouais, on va dire que j'aime bien acheter des bouquins. Et la culture coûte très cher en Islande parce que c'est FDP des taxes nous prennent tout. C'est globalement, si j'achète un bouquin 10 euros, je vais payer presque 10 euros de taxes. Et j'ai pas le choix, faut que j'aille payer directement au bureau de poste. Les Islandais sont assez casse-couilles sur ça, mais c'est comme ça. Donc ouais, j'ai beaucoup de livres, je lis énormément. Là, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je lis le bouquin d'Anthony Beevor sur la guerre d'Espagne, qui est vraiment excellent. Donc dès que je l'aurai fini, je pourrai peut-être en parler, en faire une petite présentation. Et je suis pas un grand fan d'Anthony Beevor, même si son bouquin Stalingrad est vraiment génial, mais il a un style d'écriture qui me déplaît parfois. Mais ce bouquin est excellent en tout cas, voilà. Donc ouais, alors là je vais vous montrer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là je vais vous parler d'un de mes bouquins préférés. Sans déconner, je dois le lire une fois tous les 3, 4, 5 mois. Dès que j'ai un bouquin ou j'ai un trou dans mes livraisons de livres, je le lis parce que c'est un bouquin absolument génial. Donc déjà je vais commencer à parler de l'auteur. Je pense pas que vous connaissez l'auteur. L'auteur il s'appelle Jean-Paul Roux. Alors vous allez voir, j'ai préparé un petit truc sympa pour... Ah pour vous montrer tout ça. Non. Hop, comme ça. Et hop. Là, normalement, vous devriez le voir. Voilà. Donc ça, c'est Jean-Paul Roux. Jean-Paul Roux, malheureusement, il est mort. Il est mort, le pauvre diable. Il est mort en 2008. C'était un directeur au CNRS. C'était le directeur pour tout ce qui touchait les peuples
les peuples nomades asiatiques, donc les Mongols, toutes les tribus mongoles, hein, même pas les Mongols, il rentrait dans le détail. Les grands Turcs, il était polyglotte, il parlait des langues qui étaient complètement inconnues à l'époque, même en France. Hein. Le mec, il est rentré au CNRS en 1967. C'est André Malraux qui l'a fait rentrer à 27 ans. Parce que le mec, c'était un génie hein, des langues et de la culture artistique islamique, pardon, du 13e, 14e, 15e. C'était une tête sur la Renaissance timuride. Il y a eu une énorme renaissance artistique et culturelle timuride sous Timur. Et ce mec-là, il était une tête là-dedans. Et sans déconner, merci pour le sub d'Etadrop. C'était le seul en France, à l'époque, c'était genre totalement inconnu. C'était le seul en France qui était vraiment un maître là-dedans. Et il s'est retrouvé docteur à 27 ans, à étudier et à faire ça. Globalement, il a fait des expositions à Versailles sur les Mongols, sur l'art islamique. Donc l'art sous les Ilkhan, donc les Mongols, la dynastie mongole qui était en Perse. Il a fait des expos aussi sous comme j'ai dit, la Renaissance timuride. Donc le mec, c'était vraiment une pointure dans son domaine. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Donc ouais, il a intégré le CNRS en 67. Globalement, c'est lui qui a poussé au cul. Putain, le chat qui fait ses griffes. Dégage-toi, FDP. Je vais te transformer en paire de chaussons, moi, à l'occasion. Boum. Oh, il s'en fout, il a même pas peur de moi, il me regarde. C'est le chat de mes voisins, c'est même pas le mien. Il vient squatter chez moi parce que j'ai des croquettes et qu'il fait chaud et que je suis sympa. Forcément, il vient me faire chier quand je stream. On veut voir le chat. Tu veux voir le chat? Le chat, il est là. Voilà le chat. Tu vois là sa tronche de cake? Ça, c'est le chat. Eh, le chat, regarde. Voilà. T'as vu le chat? Retournons à nos moutons. Jean-Paul Roux. Donc ouais, c'est lui qui a fait ouvrir, entre autres en 2003, toute l'aile au musée du Louvre sur l'art islamique. Alors non, les croquettes, je les ai achetées pour ce chat. Vu que je vis au rez-de-chaussée, j'ouvre tout le temps ma fenêtre et le chat vient chez moi par le jardin. Et comme je suis sympa, bah, il reste là 2-3 jours et quand je le chasse, bah, il retourne chez ses maîtres légitimes. Et après, il revient ici une fois de temps en temps. Là, il vient squatter aujourd'hui. Donc ouais, Jean-Paul Roux, il a fait ouvrir toute l'aile de l'art islamique au musée du Louvre. Donc c'était une pointure. Hein. Vraiment, il a initié tout le milieu parisien intellectuel, donc les érudits parisiens, mais aussi il a fait découvrir au grand public toute une facette de l'Asie qu'on connaissait pas au niveau du peuple des steppes. Il est aussi parti vivre en Mongolie, où c'était pas seulement un intellectuel, c'était vraiment un passionné hardcore. Il a vécu en Mongolie comme les anciens Mongols ou tout le Khanat de Bukhara et tout. Il allait vivre là-bas avec les derniers nomades qu'on a encore, il en reste quelques-uns. Donc c'était vraiment un sacré taré. Et bah, il est mort en 2008. Il a écrit près d'une trentaine de bouquins. Je vais vous montrer quelques photos de ces bouquins. C'est plus connu en tout cas. Il a fait une super biographie de Tamerlan, que malheureusement j'ai pas lu, mais que j'essaie de gratter Il coûte un peu cher des fois. Donc si vous voulez... Moi, en tout cas, j'ai vu des très bonnes critiques dessus. Hein. Il a aussi fait un super... Alors, par chance, bah forcément, tous ces bouquins sont en français. Donc là, on a l'histoire des Grands Turcs. Donc les Grands Turcs, c'était tous les peuples turcophiles qui se sont retrouvés en Anatolie et tout ça, les Seljoukides, l'origine des Seljoukides. Il a fait visiblement des très bons bouquins. Malheureusement, le seul que j'ai lu, c'est celui que je vais vous présenter ce soir. Il y a aussi, celui-là, c'est ce que je vais faire. Il a fait l'islam et l'Asie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on associe souvent le Moyen-Orient à l'islam, mais ça n'a pas toujours été le cas. En Perse, par exemple, il y avait une relation avec l'islam qui était très compliquée. Et donc là, il fait, je pense, une étude assez pointue sur le sujet. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait mon bouquin, celui que je vais vous présenter ce soir, l'histoire de l'Empire mongol. Et celui-là est absolument génial, quoi. Il y a Sam qui l'a lu aussi, donc Glaps, et je lui ai fait lire. Et il a le même avis que moi, c'est vraiment un bouquin assez exceptionnel. Donc je vais rentrer un peu dans le détail et parler du livre. Et sinon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme bouquin? Il a fait un atlas, un dictionnaire littéralement, de l'art islamique. L'art islamique au 14e, 15e, 13e, 14e, 15e. Généralement, c'est la Bible de l'art islamique en langage francophone. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur Google. Hein. Comme je vous dis, c'est une pointure. Dans son domaine, encore aujourd'hui, il est considéré comme la pointure francophone. Donc ça vaut le coup, si vous êtes intéressé d'aller... Voilà, moi je vous recommande en tout cas le bonhomme et ses bouquins. Nous, le bouquin qui nous intéresse, c'est celui-là. L'histoire de l'Empire mongol. Il est... Alors, moi, à mon niveau,
pendant très longtemps, j'ai été très eurocentré par rapport à ce que je disais. Bah ouais, je suis français, donc je suis très Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est médiéval et tout ça. J'étais très très eurocentré. Et depuis 3-4 ans, je me suis mis à lire autre chose, c'est-à-dire des bouquins d'histoire sur la Chine, sur l'histoire de l'Asie. Et c'est vrai que j'ai découvert des trucs absolument géniaux. J'ai toujours eu un intérêt pour les Mongols, mais je connaissais pas assez. Donc je me suis acheté pas mal de bouquins, donc celui-là entre autres. Et j'ai découvert plein de choses vraiment fantastiques. Un autre point de vue que l'Europe. Et je vous recommande de faire ça. Si vous avez l'argent, je sais qu'acheter des bouquins, ça a un coût. Bah, vous faites comme moi, vous achetez pas de fringues et vous achetez des bouquins à la place. Ça sera beaucoup plus rentable. Par contre, vous allez peut-être passer après, bon, pas pour un peu pour un con, hein, mais bon, faut faire des choix dans la vie. Ouais, donc histoire de l'Empire mongol. Je parlerai une prochaine fois de 2 autres bouquins que j'adore sur les guerres de l'opium et la relation compliquée du Royaume-Uni, particulièrement la Compagnie des Indes orientales avec la dynastie des Tsing, et aussi avec la révolte des Taiping, qui est totalement passée à la trappe de l'histoire parce qu'il y a eu la guerre de sécession sur ce même timing. Mais je recommande ces 2 bouquins, je vous les présenterai. Donc là, en tout cas, on est là pour parler de l'histoire des Mongols. Alors, je l'ai sorti de ma bibliothèque, il est là. Hein. Hop, là, c'est pas mon bouquin, hein. Le mien est beaucoup plus abîmé. Hop, voilà, tchac. Histoire de l'Empire mongol. Il est pas très gros. Ouais, il fait 500 pages. Globalement, 500 pages. Il est à la portée de tous. C'est-à-dire que je présenterai un jour des bouquins qui sont pas à la portée de tous, que je recommande pas à tout le monde. Celui-là est à la portée de tous. Qu'importe vos connaissances, vous allez prendre le bouquin, l'auteur va prendre le temps de vous expliquer où vous êtes, à qui vous avez affaire, et après il va embrayer. Globalement, les 100 premières pages du livre, c'est juste l'explication sociétale des tribus mongoles. Quand on parle de mongols, c'est un terme extrêmement générique, c'est comme dire les vikings, voilà. Donc l'auteur va rentrer dans le détail. Il va vous parler des différentes tribus, qui ils étaient. Il va aussi forcément parler de Gengis Khan, Temujin, qui a mis en marche l'Empire mongol. Et forcément, on abordera le sujet de ses successeurs. Mais il va passer les 100 premières pages. Ouais, je pourrais le faire, Hoffman. Si c'est ça, Veliokali. La guerre des Taiping, c'est avec le mec qui pensait être le nouveau Jésus et qui a créé un royaume divin, ouais. Et c'est la guerre civile la plus sanglante de l'histoire. Genre, c'est totalement taré. Mais j'en parlerai, je ferai même un petit truc dessus, parce que ça vaut le coup. Donc ouais, globalement, les 100 premières pages du bouquin, on nous explique tout ce qui touche à l'Empire mongol, la complexité de la Mongolie de l'époque. La Mongolie de l'époque n'a rien à voir avec la Mongolie aujourd'hui. Hein. La Mongolie de l'époque était beaucoup plus grande. La Mongolie aujourd'hui est plutôt petite par rapport à ce qu'elle était à l'époque. Et comment tous ces peuples se sont retrouvés unis un peu par accident par Temujin, qui a cassé pas mal de bouches, qui en a pris aussi plein la tête. Hein, je veux dire, la vie de Gengis Khan est extrêmement intéressante. Donc il rentre vraiment dans le détail de ça. On aborde aussi tout le sujet religieux, chamanique. Ah oui, ce mec-là, je l'ai pas dit, mais c'était un taré de religion. Et pas que de religion moderne. Il était un taré de... Il a écrit un traité, un essai sur le chamanisme chez les Mongols. Que je voudrais bien mettre ma main dessus aussi. Même si des fois, les religions, ça me gave un peu, mais ça a l'air extrêmement intéressant. Donc surtout, il a parlé même des plantes. Tout ce qui était plantes, nature, en relation avec le chamanisme, leur impact et tout ça. Et les Mongols avaient vraiment une énorme relation avec la nature. Et ça explique beaucoup de leur choix militaire, de comment ils se battaient, de pourquoi ils ont fait un empire aussi grand en fait. Parce qu'ils n'avaient pas la même vision que les Européens par rapport au bien matériel. L'or, ils s'en foutaient les Mongols. Hein. L'or, pour eux, c'était les terres qui étaient importantes. Avoir des plaines à perte de vue pour faire manger les chevaux. C'était ça leur bien le plus précieux, on va dire, même jusqu'au bout de l'Empire. Hein, c'est assez exceptionnel à étudier les Mongols, donc je recommande ce bouquin. Donc ouais, globalement, les 100 premières pages, c'est juste ça. Voilà, on aborde tout le côté sociétal des Mongols. Et ensuite, on va embrayer globalement sur les conquêtes mongoles. Hein. Et il faut avouer que c'est sacrément intéressant, hein, parce que comme je dis, on a beaucoup d'a priori sur les Mongols. Moi, ma vision des Mongols, c'était extrêmement simple. C'était les Mongols... Ils arrivaient et puis ils ont steamroll l'Asie en un claquement de doigts. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les Mongols se sont cassés les dents. Ils en ont chié. En Chine, les campagnes en Chine, ça a été catastrophique. La campagne en Corée, ça a été catastrophique. À cause du terrain, entre autres, surtout en Chine. Le climat tropical n'était pas propice aux chevaux mongols.
Les chevaux mouraient très vite, et surtout, il y avait une telle population, de densité de population en Chine, que les Mongols, ça a été un bourbier pour eux, la Chine. Donc pendant qu'ils étaient empêtrés en Chine, ils se sont retrouvés en guerre contre le royaume du Khwarizm, qui était globalement... l'Inde, exactement. L'Inde, c'est la même chose que la Chine, mais en pire. Les chevaux en Inde meurent encore plus vite qu'en Chine. Salut Xelac. Salut tous ceux qui viennent d'arriver. Donc ouais, on va dire que ils se sont retrouvés très vite au Khwarizm. Alors le royaume du Khwarizm n'existe plus, hein, les Mongols l'ont détruit. Mais ça couvrait l'actuelle Perse jusque dans le Caucase, et ça remontait jusqu'à ce qu'on appelle la Transoxiane, l'actuel Kazakhstan. C'était un très très grand royaume, très décentralisé, c'était un royaume un peu bordélique, hein, mais très puissant quand même. Qui avait, alors à l'époque de la Transoxiane, c'était parmi les plus grandes villes du monde en Transoxiane. Hein. C'était l'ancienne Bactria, vous aviez des villes gigantesques qui profitaient de la route de la soie. Donc il y avait des énormes échanges entre la Chine et le royaume du Khwarizm, et les Mongols se sont retrouvés en guerre contre le Khwarizm, et se sont lancés dans une énorme guerre contre le Khwarizm qui a duré un sacré bout de temps. Et la guerre a été extrêmement difficile, mais les Mongols ont été... Je rentrerai plus tard. Sûrement qu'un jour je ferai vraiment une petite vidéo sympa sur l'Empire mongol. Mais les Mongols se sont retrouvés vraiment à... Ils ont steamroll le Khwarizm. Ça a mis le temps, ça leur a coûté cher, mais ils ont écrasé le Khwarizm. Il y a eu des faits d'armes totalement dingues où un corps de cavalerie mongole est parti chercher à capturer le roi du Khwarizm, qui affiche que sur la Caspienne, donc par le Caucase, de l'autre côté de la Mongolie. Donc il y avait Subotai, un des fils de Gengis Khan, qui ont fait près de 25 000 km à cheval. C'est encore aujourd'hui considéré comme la plus grosse chevauchée jamais réalisée d'un point de vue militaire. Et les mecs, au passage, ont écrasé une armée de la Rousse. Au passage, ils ont récupéré des cavaliers géorgiens, ils ont écrasé une armée des princes de la Rousse. Donc qui, eux, savaient même pas qui étaient ces mecs. Donc ils les ont battus alors qu'ils étaient en infériorité numérique, et ils sont rentrés en Mongolie. Alors le fils de Gengis Khan, je crois que c'était Jochi, est mort entre-temps, pendant le raid. Mais il faut imaginer les Mongols qui arrivaient, salut... Vous êtes qui, vous, les gars un peu blancs, là, qui savaient pas vous battre et passaient vous temps à vous battre, et ils ont écrasé une armée de la Rousse. Donc c'était une armée coalisée de princes, hein. À l'époque, la Russie n'existait pas, hein. On parle de tous les principautés de la Rousse, hein. Novgorod, entre autres, Kiev, Moscou, Yaroslav, tous ces machins-là. Et bah, Gengis Khan, il est mort assez tôt. Faut comprendre que Gengis Khan a unifié très tard l'Empire mongol. Mais il a eu la chance d'avoir des successeurs qui étaient aussi bons que lui, voire même meilleurs que lui. Alors c'est assez compliqué à expliquer, mais l'état mongol, la mentalité mongole avait rien à voir avec les Européens. D'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue ce qu'ils faisaient. Globalement, les Européens ont rarement eu des... poussés par l'idéologie. Il y avait toujours une idée de gagner des biens derrière, gagner des terres. Même les croisades, hein, il y avait forcément pour la populace, mais pour tous les seconds couteaux de noblions, ça a été aussi c'était une très bonne occasion d'aller récupérer des terres en Orient, parce qu'eux allaient rien hériter en Europe. Après le sujet sur la fin de la... Attends. Alors oui, Vassili Vilemovitch, je vais en parler, bien sûr. Je vais continuer rapidement sur l'Empire mongol, et puis on arrivera sur le final de comment l'Empire a explosé, mais le bouquin le traite très très bien. Comme je dis, il va vraiment du début jusqu'à la fin, et après il sépare donc, ce qu'on appelle les apanas, tous les différents khanas mongols. Hein, donc vous aviez le khanat en Chine, hein, donc qui a donné la dynastie des Yuan. Vous avez le khanat de Mongolie, vous aviez le khanat Kipchak, ou plus connu sous la Horde d'Or, et vous aviez le khanat des Ilkhan. Et vous aviez un autre khanat au niveau du Pakistan, Afghanistan, dont j'ai oublié le nom. Et globalement, ils rentrent dans le détail de comment tous ces royaumes, ce qui étaient des royaumes à la fin, se sont rentrés en guerre civile les uns contre les autres et ont implosé. C'est extrêmement intéressant. Et ça se passe sur 100 ans. Hein. Les Mongols, c'est globalement 100 ans d'histoire, et après, ils ont été assimilés par les populations qu'ils ont conquises. Donc globalement, ouais, on va dire que les Mongols, après avoir liquidé le Khwarizm, ont poussé... Hop, attendez. Hop, j'ai une petite manip à faire. Voilà. On se sont établis en Perse. Et un des gros chapitres du bouquin, c'est ce qu'on appelle l'invasion de 1240. Donc, globalement, bien après la mort de Gengis Khan, son fils qui s'appelait Ogedai. Alors, les élections chez les Mongols étaient extrêmement compliquées. Fallait être... ils faisaient ce qu'ils appellent Ah, j'ai oublié le nom. Donc, globalement, ils faisaient un conseil en toute la noblesse et ils élisaient un mec. Et le gars devenait ce qu'on appelle Kagan. Gengis Khan, c'est son surnom à lui, à Temujin. Mais son titre, parmi les Mongols, c'était Kagan. C'était vraiment Grand Khan. Et le Kagan était la figure suprême. Vous voyez ça comme une monarchie super absolue, super centralisée, mais pas en France, sur quasiment toute l'Asie.
faut imaginer que c'est Kubilai Khan qui a provoqué vraiment la chute de l'Empire. Mais avant ça, l'Empire est super centralisé, l'Empire est super tenu. On a eu 4 Kagan, on a eu, de mémoire, on a eu donc Genghis Khan, Temujin, on a eu son fils Ogedai, après on a eu Guyuk, et on a eu... Ah putain, j'ai oublié le nom du dernier. Les 2 derniers n'ont pas vécu assez longtemps, mais les 4 étaient des fucking génies. C'était des sacrés caractères, les 4. Et globalement, il faut imaginer que ces 4 personnes avaient tous les pouvoirs et étaient extrêmement respectés des autres Khana. C'est-à-dire que, par exemple, Baku Khan, qui était le premier Khan de la Horde d'Or, rendait directement ses comptes à Guyuk. Il n'avait pas son mot à dire. Par exemple, on a un moine franciscain qui était arrivé au camp de Guyuk, dans ce qui serait aujourd'hui l'actuel sur la Volga, hein, dans ce coin-là. Et le moine franciscain arrivait avec une lettre du pape proposant une alliance contre les musulmans. Et bah Batu Khan, donc qui était le Khan de la Horde d'Or, il était bien emmerdé, parce que il pouvait pas prendre une telle décision sans l'aval de Guyuk. Donc Guyuk qui était son Kagan, son grand patron. Pourtant, faut comprendre que Batu Khan avait le Khanat de la Horde d'Or qui était à lui seul plus puissant que quasiment une bonne partie de l'Europe mis ensemble. Ça vous laisse imaginer là à quel point l'Empire était puissant, et on parle que de la Horde d'Or. Donc Guyuk, il a envoyé le moine franciscain carrément en Mongolie, à Karakorum, pour rencontrer Guyuk et donner la lettre au Kagan. À l'époque, ils ont mis très vite en place un fantastique système de poste, mais ça n'empêche que c'était encore une route dangereuse. Fallait passer par les passes de Wakhan en Himalaya et tous ces coins-là. Donc c'était... ils ont très tôt vraiment ouvert les frontières. Et jamais, à part sous les Mongols, on a eu une telle transition de l'Occident et l'Orient. Alors les Mongols étaient plus au courant de comment l'Europe fonctionnait que l'Europe au niveau de l'Orient. C'est vraiment extrêmement intéressant. Donc là, dans le bouquin, il parle de tout ça. Il parle vraiment de l'établissement au niveau comment les Mongols ont géré administrativement. Comme je dis, on parle souvent des destructions causées par les Mongols, mais on parle pas de comment ils ont construit leur empire. C'était des constructeurs d'empire. Ils avaient rien à envier aux Romains. Ils construisaient pas comme les Romains. Ils étaient moins sur la pierre, mais ils savaient gérer d'une main de maître les peuples qu'ils avaient soumis militairement. J'allais voir un peu dans le chat. Quoi comme religion du coup ? Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante. À la base, toute la noblesse mongole, c'était des chamanistes. C'était des Tengri, ils croyaient en Tengri, hein, le loup qui chie du tonnerre, hein, je vulgarise. Mais ils croyaient en Tengri. Mais ils étaient tout sauf cons, ils étaient extrêmement intéressés par les autres religions. Et bah, quand on va voir la mise en place de l'Ilkhan, donc du Khanat en Iran, eh ben, on va avoir une toute petite noblesse mongole qui va rester en place et qui va être chamaniste. Et on va avoir l'ensemble du pays qui va être musulman. Globalement, les Mongols étaient très enclins à recruter leurs conseillers parmi les locaux, qu'importe leur religion. Et pire, ils étaient extrêmement intéressés dans les religions. Il y avait Genghis Khan, quand il était sur sa mort, il avait fait venir un sage taoïste qui avait soi-disant le secret de l'immortalité. Ils débattaient pendant des heures de théologie. Faut comprendre que Temujin, c'était un bouseux qui a fini esclave, qui s'est retrouvé, et il était extrêmement intéressé par toutes les religions, y compris l'islam. Les Mongols avaient une relation très compliquée avec l'islam, pour une raison simple, c'est que globalement, les musulmans chiaient dans la flotte, et alors que pour les Mongols, l'eau était sacrée. Donc le code mongol s'appelait le Yazak, et l'islam était en contradiction avec le Yazak, sur beaucoup d'aspects. Néanmoins, les Mongols ont appris à faire avec, pour ménager leur population musulmane. Ils n'allaient pas mettre tout le monde à mort parce qu'ils avaient violé le Yazak. Mais il y a eu énormément de problèmes et de tensions, surtout en Perse, et après en Horde d'Or, avec l'application du Yazak. Et en 2 générations, on s'est retrouvé avec des Mongols qui se sont convertis. On a eu un prince mongol, dont j'ai oublié le nom, qui est devenu musulman. Et c'est ce qui a commencé, entre autres, à foutre la merde. Alors ça, c'est un énorme problème, parce que... Attendez, j'essaie de lire le chat en même temps. Hein. Hop là. En disant que Senoman n'aurait jamais pu casser l'Europe centrale. T'en penses quoi ? Je vais en parler, Keijo, aussi. Laisse-moi juste 30 secondes pour finir sur les religions. Mais ouais, en fait, les Mongols étaient très enclins. Ils étaient chamaniques dans l'âme, déjà. Ils étaient vraiment... ils croyaient à leur religion.
mais ils étaient très enclins à devenir musulmans ou à devenir chrétiens selon ce dont ils avaient besoin et par rapport à qui ils parlaient. Il y en avait un qui était soi-disant chrétien, alors chrétien nestorien. Les Mongols avaient énormément de nestoriens chez eux. Et ils étaient très enclins à s'afficher convertis à telle religion pour manipuler les diplomates en face d'eux. Ils étaient incroyablement malins, les Mongols. Ils savaient jouer des religions, mais au fond d'eux, ça restait des nomades. Et ils sont toujours restés des nomades. Mais ouais, ils étaient très malins sur comment utiliser la religion. Ils étaient très curieux. Kubilai Khan, il a eu des énormes problèmes entre les taoïstes et l'autre religion qu'il y a en Chine. Et il a dû... Oh là là là, il était intéressé par les deux, mais il a dû taper du poing sur la table, faire des écrits, machin, pour empêcher les uns de taper sur les autres. Il exemptait d'impôts certaines catégories, provoquant la jalousie des autres. Ils étaient incroyables sur comment gérer les religions. Toutes les religions. À Karakorum, il y avait toutes les religions, à Karakorum. Dans les ruines qu'on a aujourd'hui et les fouilles, on a retrouvé quasiment toutes les églises, mosquées possibles et imaginables. Alors, le moine, il en a vu du pays. T'imagines même pas, Hoffman. Et quand le moine, il est arrivé, il a trouvé une marguerite de Budapest, de Buda ou un truc comme ça, qui avait été embarquée en 1240 pendant l'invasion mongole d'Europe et qui s'était retrouvée en Mongolie. Comme esclave courtisane, elle devait être super bonne. Et les Mongols étaient des gros profiteurs de la chair, ils aimaient la bouse, ils aimaient les gonzesses. Et comment elle s'appelait, Marguerite de Pâques ou quelque chose comme ça. Et genre, il y avait énormément d'Européens qui se sont retrouvés à la cour des Mongols. Certains ont été pris comme esclaves, d'autres ont été libérés, certains ont été pour leurs compétences artistiques. Comme je dis, les Mongols étaient sur le champ de bataille, n'étaient pas les mecs les plus sympas, mais ils savaient épargner les classes intéressantes de personnages qui allaient leur servir pour reconstruire le pays. Les érudits, surtout les artisans. C'était des artistes, les Mongols. Enfin, ils savaient pas eux-mêmes être artistes, mais ils savaient reconnaître l'art. En fait, ils ont appris énormément en envahissant la Chine. Et le Khwarizm, ils ont découvert des belles choses. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que leurs chevaux, et ils ont découvert des choses qui leur plaisaient. Et ils étaient aussi très curieux, je pense, hein, simplement, c'était leur nature. Les Mongols étaient très, très curieux. Alors, juste pragmatique, absolument. Alors, Donc ouais, Keijo qui me demande, je me souviens d'une texte disant que l'invasion de 1240, c'est quelque chose d'assez fantastique, l'invasion de 1240. En 1240, globalement, ça a commencé en 1235. Il y a eu un Kuriltai. Un Kuriltai, c'était le nom des conseils mongols, où toute la noblesse, tous les têtes couronnées mongoles se réunissaient, et on élisait le nouveau Khagan, et au passage, on mettait les plans d'action, les plans quinquennaux qui allaient arriver sur les prochaines années. Un Kuriltai, que ça s'appelait. Il y a eu pas mal de Kuriltai, hein, le temps délire entre la mort de Kubilai Khan et Ogedai, il y a quasiment eu près de 3-4 ans de régence, avec des femmes au pouvoir, je déconne pas, des femmes au pouvoir, c'était les mères et compagnie qui géraient. Les femmes les plus puissantes de l'histoire qu'on ait eues, de l'histoire de l'humanité écrite, c'est ces femmes-là. C'est des femmes qui avaient la main sur tout l'empire mongol, et qui faisaient office de Khagan. Elles n'avaient pas le titre de Khagan, mais elles faisaient office de mère régente, et faut imaginer qu'elles ont... Il y a eu des sacrées luttes de pouvoir au sein des familles mongoles pour placer le bon Khagan. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Il y a eu des mecs qui ont trébuché sur des dagues et il y a eu des accidents de trottinette. Hein. Mais une fois que le Khagan était élu, il était intouchable. Il était intouchable. Et il était respecté et craint par tous. Donc l'invasion... salut à ceux qui arrivent. Hein. Sigalov. Ah, et Gavlov. Et Marsundi. Donc, ouais. L'invasion de 1240. Donc globalement... quand Ogedai a été élu Grand Khan, une de ses planifications était l'invasion de l'Europe. Il voulait simplement aller jusqu'à l'Atlantique, hein, et ils en avaient les moyens militaires. Hein. Donc ils ont pour ça réuni ce qu'on appelle la Grande Armée mongole, donc dans les plaines du Kazakhstan. Les chiffres sont démentiels et font peur dans le dos, font froid dans le dos. À l'époque, on a encore les États croisés et tout, hein, donc on sait ce que faisaient les armées européennes. Et ils ont littéralement vidé la Chine. Ils ont amené la grande armée mongole sur les plaines du Kazakhstan. 200, on n'en sait rien les chiffres. 200 000 cavaliers. Chaque cavalier avait obligation, chaque cavalier mongol, d'amener au moins 3 chevaux avec lui. 3, c'était le minimum. Mais on a pas mal de moines franciscains qui disaient qu'ils en amenaient facilement 10, 15, 20, 30. Chaque soldat avait obligation. Les Mongols n'étaient pas payés. Le soldat mongol n'était pas payé. Il était comme un esclave de son Khagan. Il avait obligation de se battre pour son Khagan quand son Khagan lui ordonnait d'aller se battre. Il n'était pas payé, c'était un honneur d'aller à la guerre. Ils étaient
autosuffisants au niveau logistique. Ils se nourrissaient avec leurs chevaux, ils vivaient sur le terrain, ils amenaient leur bouffe avec eux. Ils étaient extrêmement austères par rapport à ce que bouffaient les Européens. Je parlerai d'un bouquin génial sur les croisades où on parle beaucoup de la logistique des armées latines. Et qu'est-ce qu'ils bouffaient les latins, les chevaliers, qu'est-ce que ça bouffait, ça ripaillait. En comparaison de ça, les Mongols, c'était un bol de lait et puis un peu de sang de cheval. Ils pouvaient des jours entiers sans... Alors, j'aime pas le terme de horde. Le horde, ça vient du mongol ordu, qui veut dire camp. Ordu en mongol, en vieux mongol, ça veut dire le camp militaire ordu. Et ça a donné horde, mais dans horde, il y a un côté désorganisé. Les Mongols, c'était des pros de la guerre. Faudrait que je reparle que de ça, de comment les Mongols faisaient la guerre. C'était la superpuissance militaire de l'époque. Pas juste en nombre, mais aussi en qualité militaire. Ils étaient incroyablement bien renseignés. On a eu des diplomates mongols qui sont allés voir Saint-Louis. Et globalement, c'était juste avant l'invasion, donc on suppose qu'au passage, ils ont tout cartographié, d'où étaient les bonnes plaines fertiles et tout. Donc globalement, les Mongols sont partis pour envahir l'Europe. Ils n'avaient pas trop idée de ce qu'ils avaient en face d'eux au niveau militaire, mais ils n'avaient pas peur, parce qu'ils étaient très confiants et ils avaient bien raison de l'être. Ils n'avaient rien en retour, le soldat. Si, éventuellement, s'il y avait le butin était parfaitement distribué, les armées mongoles marchaient à la discipline, une discipline de fer. Le butin venait après la bataille. D'abord, on fait la bataille, on pille jamais le camp ennemi. Le camp ennemi est jamais pillé. C'est-à-dire que d'abord, on gagne la bataille et après, on pille. Après, on récupère les esclaves. Et les commandants mongols avaient droit de vie et de mort sur leurs hommes, forcément. Ils marchaient au 10, un commandant pour 10 hommes, 100 hommes, 1000 hommes. Et ils marchaient à la règle de 10. Chaque commandant était sorti du rang. C'est-à-dire qu'il y avait la noblesse forcément commandée, mais vous pouviez devenir général en étant sorti du rang. On a des généraux mongols sortis de nulle part qui ont commencé comme simples troufions. Ils marchaient uniquement au prestige ou au sang. Et c'était une armée exceptionnelle de leur époque. Comme je dis, il faudrait que je fasse ça. Mais ils en parlent dans le bouquin. Si vous êtes intéressé, achetez le bouquin. Ça vaut le détour. Donc ouais, globalement, l'invasion de 1240, c'est qu'en 1235, ils ont rassemblé la gigantesque armée au Kazakhstan. On estime entre 5 et 10 millions de chevaux. C'est pour vous dire, imaginez 5-10 millions de chevaux dans les plaines du Kazakhstan. Ils avaient besoin de plaines énormes pour nourrir tout ça. Alors pourquoi ils sont pas allés jusqu'à l'Atlantique? Je vais rentrer dans le détail. Donc globalement, ils se sont mis en route. Ils ont écrasé les Bulgares de la Volga. Les Mongols faisaient campagne en hiver. Pourquoi? Parce que déjà, ils étaient équipés contre l'hiver. Ils étaient très bien équipés en fourrure. La Mongolie de l'époque allait jusqu'au lac Baïkal. Donc ils avaient des excellentes fourrures. Donc pour eux, faire la guerre en hiver, c'était pas un problème. Et surtout, les fleuves étaient gelés en hiver. Ils ont traversé la Volga. Ils ont fait passer 10 millions de chevaux sur la Volga, les machins, en hiver. Donc ils ont écrasé un peuple qui s'appelait les Bulgares de la Volga. Et après, ils sont arrivés dans ce qu'on appelle la Rousse, en 1238. Ils sont arrivés devant la Rousse avec la gigantesque armée mongole au grand complet. Ils ont écrasé la Rousse. Ils ont tout pris. Ils ont tout brûlé. Kiev, Moscou, Novgorod. Ils se sont rendus. Ils ont payé le tribut. C'est simple, hein, les Mongols, si vous vous rendiez pas, vous détruisez la ville, ils tuaient tout le monde. Et ils préservaient seulement les gens potentiellement intéressants. Et selon l'humeur des nobles, bah, sinon tout le monde passait à la trappe. Ou alors Novgorod, ils se sont rendus parce qu'en plus c'était la Rasputitsa, donc les Mongols aimaient pas se battre dans la boue. Donc ils ont fait d'une pierre deux coups en préservant leurs hommes et en passage récupérant le tribut de Novgorod. Moscou aussi, oui, Moscou aussi. Il me semble en tout cas. Yaroslav passé à la trappe, donc au passage il y a eu quelques batailles, les Mongols ont roulé là-dessus. Après, ça devient intéressant. Les Mongols se sont séparés en 3 corps d'armée. Il y a eu un corps d'armée qui est parti plein nord en direction de la Pologne, qui était globalement le corps d'armée le plus faible. Corps d'armée centre, qui lui devait foncer vers la Biélorussie et a poussé jusqu'à Prague. Et le corps d'armée sud, qui était le corps d'armée le plus lourd, et qui a filé en direction de la Hongrie. Alors pourquoi la Hongrie? Parce que même encore aujourd'hui, la plaine hongroise est la plaine la plus fertile d'Europe. C'est celle qui produit le plus, qui a le plus d'espace au niveau pâturage, au kilomètre carré, encore aujourd'hui. Et bizarrement, les Mongols ont renvoyé toute leur armée là. Faut imaginer que là, c'est au bout de 50 campagnes. Ils ont déjà fait 5 années depuis le Kazakhstan. Ils ont roulé sur leur chemin. Ils sont jamais rentrés chez eux. Et au bout de 5 ans, ils commencent à être épuisés. Donc il leur faut les pâturages hongrois. Ils écrasent toute l'armée hongroise à la bataille de Béla. Donc ils ont écrasé l'armée. À l'époque, la Hongrie, c'est un des plus puissants royaumes d'Europe, la Hongrie. Hein. La Hongrie, c'est son âge d'or. C'est son premier âge d'or, la Hongrie. Son second âge d'or arrive bien après, au 15e siècle, au 16e siècle. Mais les Mongols arrivent et
Bataille de Bela, ils écrasent tout, ils tuent le roi. Et la Hongrie, littéralement, disparaît de la carte. Les Mongols tuent tout, s'emparent des fourrages, ils arrivent pile poil au bon moment. Donc, ils épargnent les paysans, le temps que les paysans fassent les foins. Ils font les foins avec les paysans. Dès que les foins sont faits, ils tuent les paysans, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent au niveau bouffe. Ils poussent jusqu'en Croatie, partie de la Grèce, le nord de la Grèce, et ils arrivent sur l'Adriatique. Donc l'armée mongole, la grande armée mongole arrive sur l'Adriatique, après 5 ans de guerre. L'armée hongroise, c'était plus de 100 000 hommes, c'était l'armée la plus puissante d'Europe. Au nord, il y a le corps d'armée mongol, qui est un petit corps d'armée, qui tombe face à toute l'armée alliée des duchés polonais, avec des renforts du Serge, avec du royaume de Bohême. Les Mongols les écrasent, littéralement. Tous les ducs polonais sont morts en une bataille. Ils les ont écrasés. Et ils poussent et ils arrivent aux portes du Serge. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas ordre d'engager ni de pousser. Et eux aussi sont... leurs chevaux... Les chevaux mongols sont épuisés, en fait. Les chevaux mongols sont maigres. De ce qu'on lit et de ce qu'on sait, c'est que les Mongols n'avaient pas la place, en fait, de continuer. Ou en tout cas, il fallait qu'ils stoppent. Le temps d'arriver en France, il se répand son ton... ouais, au roi d'Angleterre. Les Mongols, ils s'en foutaient, hein. Roi d'Angleterre, roi de France... Donc ce qui est intéressant, c'est que la bataille contre les Polonais, on a eu la cavalerie lourde polonaise en armure, les chevaliers polonais qui se sont fait éclater par la cavalerie légère et les archers mongols. Ça a été un carnage. Toute la noblesse polonaise a disparu. Les Mongols ont la Silésie, qui était slave à l'époque. La Silésie était slave. Elle n'était pas, pas allemande, la Silésie. La Silésie va être entièrement détruite par les Mongols, qui étaient à l'époque extrêmement riches. La Silésie va être anéantie. Ça va devenir un désert. Les Mongols vont tout tuer. Et en fait, on va avoir une immigration allemande du Serge. Et la Silésie va devenir de culture, on va dire, germanique, après que les Mongols aient tué tout le monde, en fait. Et le corps d'armée centre, il va pousser jusqu'à Prague. Il va arriver devant Prague, et il n'a pas ordre de pousser plus loin. Et il n'a pas les armes de siège, de toute façon, pour... Faut imaginer que la grande armée mongole, c'était pas que des cavaliers mongols. On avait des artilleurs chinois, on avait des artificiers chinois, on a eu des Chinois en Europe, on a même probablement eu de l'infanterie chinoise, des volontaires chinois sur l'Adriatique. Ça vous laisse imaginer comment les rois ont réagi en Europe à ça. Parce qu'au début, c'était une rumeur lointaine, et la rumeur s'est rapprochée, parce qu'en plus, les Mongols, il y avait des centaines de milliers de réfugiés qui fuyaient. Je vous laisse imaginer les rumeurs et la panique de la diplomatie européenne face à ces... Enfin, c'était un raz-de-marée inarrêtable. Et les mecs, ils écrasaient tout sur leur passage. Toutes les armées, toutes les tactiques militaires européennes n'étaient pas viables. Et genre, les Mongols, ils venaient de Mongolie, merde. Ils venaient quasiment du nord de la Chine. Les mecs ont fait la moitié du monde et ont écrasé toutes les armées européennes qui leur auraient été envoyées. C'est assez incroyable, hein. Alors, pourquoi ils se sont arrêtés? Exactement. Il y a deux théories. Engagez-vous, vous verrez du pays, c'est exactement ça. Alors non, à l'époque, c'est pas les premiers hussards Infinite. Hein. Les hussards, c'est bien après. Hein. La bataille de Legnica, exactement, F. Galpa. C'est la bataille de Legnica, où tous les ducs polonais ont été écrasés avec les renforts du Serge. Mais c'est exactement ça, Igavlov. Engagez-vous, vous verrez du pays. Et en plus, vous n'êtes pas payé. C'est votre devoir d'aller mourir pour le Kagan. Donc imaginez les défauts logistiques des armées européennes. C'était la lenteur de la logistique. Et c'était la consommation de bouffe et les salaires qui devaient être payés. Les Mongols n'avaient pas ce problème-là. Il y avait Sam, à qui j'ai fait lire le bouquin, Glaps, il m'avait dit, mais en fait, les Mongols, c'est comme la Royal Navy au 19e, sauf que les chevaux, c'est les bateaux. Ben, c'est exactement ça. Sauf que les Mongols n'avaient pas payé de salaire, étaient indépendants totalement au niveau logistique, et pouvaient taper des kilomètres par jour sans aucun problème. Et en plus, ils avaient des dizaines de chevaux. Et ils avaient une discipline de dingue au niveau de l'organisation des camps, du commandement. C'était une armée incroyable. C'était voilà. Je sais pas si on a eu... Peut-être les États-Unis aujourd'hui serait l'équivalent d'une cette superpuissance militaire. Les Mongols, c'était ça. Donc ouais, en 1240, pourquoi ils se sont arrêtés? Deux théories. Il y a Ogedai qui est mort à ce moment-là. Forcément, si Ogedai est mort, il faut un successeur. Et parmi toute la noblesse mongole, parce que toute la noblesse mongole a participé à l'invasion, hein, Batu-Khan était à la bataille de Beda, hein, donc le futur commandant, le futur général de la Horde d'Or. Mais Ogedai est mort, il faut un successeur à Ogedai, donc il va falloir organiser ce qu'on appelle le Kiriltai, le fameux Kuriltai. Donc forcément, tous ces nobles, ils ont une chance de devenir Grand Kagan. Donc
On s'en fout de l'invasion de l'Europe. Maintenant, il y a plus gros... là, on parle d'une... pas de guerre de succession. Hein. Les Mongols ne faisaient pas la guerre pour la succession. En tout cas, pas encore. Ça viendra plus tard, malheureusement. Malheureusement, façon de parler. Mais en tout cas, voilà. On va dire que toute la noblesse a mis les voiles. Le problème, et dans ce bouquin, le Roux, il en parle très bien, Jean-Paul Roux, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas par rapport aux dates, en fait. Par rapport à la date à laquelle Ogedai meurt. Et tout va trop vite. Sa théorie, c'est que simplement, n'oubliez pas que les Mongols sont peut-être arrivés entre 5 millions, 10 millions de chevaux. Et le problème, c'est que tout l'art de la guerre mongole était basé sur la grandeur des espaces pour faire nourrir les armées. Au bout de 5 ans de guerre, il n'y avait pas assez de place en Europe. L'Europe était trop petite. Faut imaginer que le Kazakhstan, c'est presque la moitié de l'Europe. Donc imaginez la taille des pâturages au Kazakhstan. Et la plaine de Hongrie, elle n'était pas suffisante pour nourrir ne serait-ce que le corps d'armée sud-mongol. Et au bout de 5 ans de guerre, les Mongols avaient besoin de s'arrêter pour faire nourrir les chevaux. Et il n'y avait pas assez d'espace, il n'y avait pas assez de foin, il n'y avait pas assez de pâturage en Europe pour nourrir la taille de l'armée mongole. Et on parle que du corps d'armée sud. Donc ils devaient au moins retraiter jusque soit en Ukraine, soit jusqu'au Kazakhstan pour nourrir leurs chevaux. Et l'hypothèse de Jean-Paul Roux sur ce sujet, c'est que justement, c'est la logistique et la petite taille de l'Europe qui a empêché les Mongols de pousser jusqu'à l'Atlantique. Militairement, c'était pas un problème. Hein. Ils auraient roulé, ils vous auraient dévasté les villes. Ils ont pris des villes qui étaient bien plus grandes que Paris et Londres réunies en Chine. Hein. Les Mongols, prendre des villes, c'était plus un souci. Hein. Ils avaient, comment ça s'appelle, l'art de la polyurétique, prendre les villes. Ils avaient les ingénieurs chinois et la poudre à canon. Hein. Prendre des villes, c'était pas un problème pour les Mongols. Hein. Et les défenses de Paris et tout, c'était pas grand-chose comparé à ce qu'ils avaient pris. 1240, c'est l'âge d'or militaire mongol, où ils sont au firmament de leur puissance en termes de technicité, de diversité dans leurs armées. Parce que c'est une armée multiculturelle, hein, attention. Hein. On a de l'infanterie chinoise avec des ingénieurs chinois spécialisés en siège, accompagnés par des troupes musulmanes perses, de l'infanterie perse, avec de la cavalerie géorgienne, avec de la cavalerie toumane, et tout ça. C'est une armée totalement multiculturelle et qui marche à la trique et à la discipline. Et c'est ça. Les chevaux, c'est cool, mais ça mange, et le foin, c'est encombrant. Exactement. Le foin, c'est très très encombrant. Et vous pouvez pas le transporter, donc il faut le manger sur place. Et si vous n'avez pas d'espace, vous êtes niqué. Le problème de l'armée mongole, c'est qu'elle était trop gigantesque. Donc c'est l'hypothèse. Soit c'est la mort d'Ogedai qui a provoqué l'aristop net des armées mongoles, ou alors c'est plus l'aspect logistique qui a provoqué l'arrêt de l'invasion de l'Europe. Mais peut-être même les deux, allez savoir. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc si ça vous intéresse plus, je vous conseille d'aller lire le bouquin. Et lui développe plus ses hypothèses. Et il amène les chiffres. Hein. Globalement, il a fait les maths avec les chiffres d'aujourd'hui qu'on a au niveau kilomètre carré de foin. Et la taille qu'il faut pour nourrir 5 millions de chevaux. Et ça marche pas par rapport à l'Europe. C'était aussi un de leurs problèmes en Chine. C'est qu'il n'y avait pas de foin en Chine, il y avait que du riz. Et les chevaux, ça bouffe pas le riz. Donc non, ça reste intéressant. Et c'est fascinant. Faut imaginer qu'une superpuissance militaire est arrivée de nulle part et a commencé l'invasion de l'Europe. Je veux dire, faut imaginer la gueule du roi de France. Ou en Angleterre. Je vais vous dire une anecdote incroyable. Batoukan, donc qui est dans sa jeune trentaine, il reçoit un message du Saint-Empereur romain germanique. Je me rappelle plus, c'était un Frédéric IX ou un truc comme ça. Un Frédéric quelconque. Et Frédéric lui dit, écoutez, on pourrait peut-être discuter traité de paix. Et vous savez, ça a été quoi la réponse de Batoukan? Batoukan, il a répondu à Frédéric, avec joie, mais avant ça, je veux vous donner le titre, je vous autorise à rentrer dans mes fauconniers royaux. Le mec lui a dit, vous pouvez devenir, vous êtes tout juste bon à ça. Littéralement. C'était pour vous dire à quel point les Mongols voyaient l'Europe d'une façon assez pathétique. Ils avaient peut-être pas forcément tort. Ils étaient extrêmement bien renseignés, ils savaient que le Serge n'était pas une puissance militaire, c'était divisé, explosé. Mais le mec a proposé au Saint-Empereur romain d'intégrer ces fauconniers royaux. C'était presque pour lui un honneur qu'il lui faisait. Mais c'est extrêmement intéressant. Alors, quoi d'autre comme question? Frédéric de Hohenstaufen, probablement. Alors, 1240, dans ces eaux-là, ouais. La démographie. Comment ils faisaient pour renouveler les effectifs? Ça va devenir un énorme problème, les effectifs. Les Mongols ne sont pas assez nombreux. Ils vont devenir extrêmement dépendants des peuples qu'ils ont conquis. Alors, dans la Horde d'Or, heureusement, on a beaucoup de tribus qui sont
turcophones, turcophiles, et qui utilisent le même style de guerre que les Mongols. Beaucoup d'archers de cavalerie. Donc au final, la Horde d'Or, ils ont eu aucun problème à renouveler les effectifs. Donc on a eu une noblesse mongole avec beaucoup de troupes qui étaient musulmanes. Mais c'était le même style de combat et la Horde d'Or a continué à terrifier l'Europe pendant très longtemps. Donc ce qu'on a fini par appeler les Tatars. La Tataritska. Et les Russes s'en sont débarrassés très très tardivement. Ivan le Terrible et tout ça. En Perse, ça va être un problème. Globalement, va y avoir de moins en moins de styles de combat de cavaliers. La noblesse de l'île Khan, donc ce qu'on appelle l'île Khan, c'est le Khanat de Perse. Le Khanat de Perse va devoir uniquement commencer à se reposer sur l'infanterie perse. Et ils vont presque abandonner leur style de combat extrêmement à cheval. Bon, attention, hein, on parle encore d'une armée incroyablement efficace. Ils sont allés prendre Bagdad, hein, les mecs. C'est 10 ans en 1250. Quelqu'un peut me confirmer dans le chat la date où ils sont allés prendre Bagdad? Je crois que c'est 1250, donc 10 ans après l'invasion de l'Europe. Ils ont rassemblé une nouvelle armée, principalement de l'île Khan. Et ils sont allés prendre Bagdad. Et après ça, ils ont poussé. Ils sont allés prendre ce que les croisés ont jamais été capables de faire en 80 ans. Ils sont allés prendre Bagdad, ils sont allés prendre Mossoul. Ils sont allés prendre l'Atabek de Damas. Pire, ils ont attaqué l'Anatolie. Ils ont attaqué les princes seldjoukides anatoliens. Ils les ont soumis. C'est eux qui ont détruit les seldjoukides. Genre, les Mongols, en 15 ans, ont anéanti tous les ennemis des croisés. À part les Mamelouks. 1258. Vous imaginez, ils sont allés prendre Bagdad 18 ans après leur grande invasion de l'Europe. Et déjà, leur armée n'était plus ce qu'elle était au niveau qualité. Mais ils ont écrasé Bagdad et ils ont écrasé tous les musulmans, toutes les principautés. J'aime pas appeler ça principauté parce que c'était les princes seldjoukides, mais il y avait des espèces de titres religieux comme l'Atabeg de Damas par exemple. Mais ils sont allés, globalement, ils ont roulé sur la Syrie. Ils ont même fait le siège de Édesse, qui était chrétienne. Enfin, chrétienne, qui était chrétienne arménienne. Mais ils ont fait le siège d'Édesse, qui était chrétienne. Ils ont pris Édesse. Ils se sont aussi après alliés avec les chrétiens arméniens. Mais globalement, tous les princes seldjoukides ont prêté serment aux Mongols. Il y a eu plusieurs révoltes et à la fin, ils ont réussi. Mais ça a détruit leur puissance, les seldjoukides. Les seldjoukides se sont jamais remis de leur comment ils se sont fait écraser par les Mongols, tout simplement. Ils se sont fait écraser par les Mongols. Il y a une petite tribu inconnue qui payait tribut, comme les Seldjoukides. Et cette future tribu, elle apparaît pour la première fois dans les bouquins qu'on a des tribus versées via Novgorod à l'île Khan, ou un truc comme ça, enfin un truc écrit. Et cette tribu, c'est les futurs Ottomans. C'est les futurs Ottomans. C'est la première fois qu'on a les Ottomans qui apparaissent dans une source écrite. Ils payaient tribut aux Mongols. Voilà, une petite tribu là en Anatolie. Mais ouais, pardon, donc la première vraie défaite des Mongols, c'est Al-Aljut, quelque chose comme ça, face aux Mamelouks. Mais souvent, alors moi je hurle de rage parce que sur internet, on voit tout le temps la première défaite des armées mongoles face aux Mamelouks et tout. Non, c'est une armée de l'île Khan et il n'y a plus de cavaliers quasiment. L'âge d'or mongol est fini au niveau militaire et globalement c'est une armée perse, d'infanterie perse avec des cavaliers géorgiens. L'armée qui est détruite par les Mamelouks à El Hadjout, c'est juste une armée, de l'île Khan qui a plus grand chose à voir avec ce qu'étaient les armées mongoles de 30-40 ans avant. Mais c'est le problème des Mongols, c'est qu'ils n'étaient pas assez nombreux et qu'ils se sont fait réassimiler par les peuples qu'ils ont conquis. En Perse, ils ont été assimilés par les musulmans, ils sont devenus musulmans. Pareil pour la Horde d'Or, pareil en Chine, Kubilai Khan. Kubilai, il s'est fait réassimiler, il est devenu chinois, tout en gardant son côté mongol et sa noblesse. Mais ils ont pris les mœurs et les coutumes des Chinois, ils ont levé des armées chinoises, ils avaient voire des centaines de milliers de troupes chinoises à la fin, vers le milieu de son règne. Seul le prince est mongol à ce stade, absolument, Kaijo. Et il a une petite noblesse à qui il doit rendre des comptes. Parce qu'il y a beaucoup de sang de Gengis Khan qui traîne. Et la petite noblesse est mongole. Tout comme les Yuan, donc la dynastie des Yuan, c'est Kublai Khan en Chine. Kublai Khan, pareil. Globalement, sa petite noblesse est mongole, mais après tout le reste c'est chinois. Même chose pour l'île Khan en Perse.
Un empire aussi grand, c'était que du coloriage, pas de réelle gestion administrative, haine infinite, justement. Les Mongols étaient des rois de l'administration. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris avec les meilleurs. La première chose qu'ils faisaient, c'était remettre en place les administrations précédentes. Il y avait des problèmes à ça parce que ça amenait les problèmes de corruption. Les Mongols étaient pas enfin, les Mongols ne pouvaient pas être corrompus parce qu'ils s'en foutaient de l'or globalement. Par contre, les gens qui travaillaient pour eux, ça inclut les musulmans, ça inclut les nestoriens. Eux étaient plus enclins et aimaient le pognon. Donc le problème, donc ils mettaient très vite une administration en place. Euh, Ils ont beaucoup appris lors des conquêtes de Chine au niveau administration. Donc ils savaient que au début ils voulaient juste détruire les villes, hein. Ils voulaient mettre des pâturages. Mais ça c'était au tout début. Ils ont très vite compris l'importance des villes, de la valeur ajoutée au niveau du commerce et de la culture que les villes apportaient. Donc même s'ils détestaient les villes, généralement ils vivaient pas dans les villes, hein, les Mongols. Hein. Les princes mongols et tout, ils vivaient dans leur yaourt et ils laissaient les conseillers gérer les villes. Mais en fait les villes généraient du commerce, généraient de la culture et ça, les Mongols ont très vite compris l'intérêt. Ils étaient incroyablement pragmatiques, intelligents sur comment gérer. C'était des bâtisseurs d'empire. Leur empire ont implosé. En fait, ils se sont fait réassimiler par les anciens propriétaires. Mais ils ont mis des empires en place. C'est les Ming, ils ont récupéré. Alors quand la dynastie des Yuan s'est éteinte, c'est les Ming qui sont arrivés. Les Ming, ils ont récupéré une administration en place toute prête. Pareil chez les Ilkhan, tout était là, déjà là, tout prêt. La paperasse et tout. Alors oui, Gavlov, mon livre va jusqu'à la chute des Yuan, mais à la fin, il va un petit peu plus vite. Globalement, il s'attarde énormément sur comment les premières dissensions ont commencé et comment les choses ont évolué. Mais à la fin, il rentre pas trop dans le détail sur les. Il parle un peu des derniers, des derniers empereurs, hein, des derniers empereurs chinois, enfin des derniers empereurs mongols. Et à la fin, les empereurs mongols se font chasser et se retrouvent en Mandchourie, quoi. Et sont renvoyés chez eux en Mongolie. Mais il rentre pas trop dans le détail, mais il explique. Il fait la même chose avec tous les kanas. Et globalement, il t'explique que les derniers kanas héritiers de Gengis Khan, ils disparaissent en 1919, 1920, 1921 avec le Khanat de Bukhara quand les bolcheviks arrivent. Et il y a encore les derniers peuples nomades. Et les bolcheviks arrivent, ils saisissent les troupeaux, ils butent toute la hiérarchie et ils envoient les gosses à l'école. Et c'est littéralement c'est la fin des derniers descendants de Gengis Khan au niveau style de vie en Russie. Alors oui, alors Amasurdi, c'est plus compliqué que ça, mais globalement, les Mamelouks, on va dire que le conflit que je parlais entre l'Il Khan et les Mamelouks, avec la bataille de El Hadjout, où les Mongols ont perdu, à cette époque-là, déjà, il y a des énormes tensions entre la Horde d'Or et l'Il Khan. On est déjà au bord de la guerre civile. Et le problème, c'est que si on avait eu un Kagan, un vrai Kagan, comme Gengis Khan, comme Ogedai, ça aurait été résolu. Globalement, le Kagan aurait convoqué le mec de la Horde d'Or et le mec de l'Il Khan aurait tapé du poing sur la table et aurait dit vous arrêtez vos conneries. C'est arrivé à plusieurs reprises hein, qu'on aille au bord de la guerre civile et que le Kagan arrive. Rappelez-vous qui est le patron ici. Le problème, c'est que le Kagan à l'époque, c'est Kublai Khan. Et Kublai Khan, il a fait un petit coup d'état et a pas été reconnu. Globalement, il a mis en place son propre Kuriltai, son propre conseil. Il s'est fait élire dans le dos de tous les autres et a pas été reconnu en tant que tel. Il en a refait un deuxième après, où là, il s'est fait élire officiellement, mais ça grinçait des dents. Et là, déjà, c'est la fin de l'Empire mongol. Globalement, Kublai Khan a fait de la merde, mais déjà avant, il commençait à y avoir des dissensions culturelles et religieuses entre la Horde d'Or et l'Il Khan. Et on va avoir une guerre. On va avoir une guerre entre la Horde d'Or et l'Il Khan à cause de l'Azerbaïdjan. Et il y a des super petites plaines fertiles en Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, c'est en plein entre l'Il Khan et la Horde d'Or. Et globalement, on va avoir des guerres pour ces pâturages-là qui servaient de base logistique pour envahir l'autre. Ah voilà, Glab c'est là, et lui aussi vous dit que le bouquin est excellent. Mais c'est vrai que c'est un très très bon livre. Qu'est-ce qui a motivé les Mongols d'aller jusqu'en Europe? Bah en fait les Mongols s'étaient mis en tête d'établir, et je déconne pas, ça va sembler drôle comment je vais le dire, d'établir une monarchie universelle, de mettre tous les peuples du monde sous la bannière des Mongols. Comprenez-moi, toutes les religions, toutes les potentielles races, ils voulaient faire une monarchie universelle.
Donc, fallait envahir tout le monde et fallait soumettre tout le monde avec leur culture, intégrer toutes les cultures et toutes les religions à l'Empire, comme ils l'ont fait en Perse, comme ils l'ont fait en Chine, comme ils l'ont fait en Russie, comme ils l'ont fait en Corée, Mandchourie, comme ils l'ont fait en Syrie, comme ils l'ont fait en Anatolie, comme ils l'ont fait... les Mongols, ils sont restés presque 30 ans en Hongrie, hein. Ils sont restés aussi en Pologne, en Biélorussie. Pépé, as-tu des bouquins militaires qui parlent de la lutte durant la fin de l'Empire? Oui, absolument, Hoffman. J'en reparlerai sûrement peut-être vendredi prochain. Mais j'adore l'Empire romain, j'ai une passion pour l'Empire romain. Et j'ai une énorme collection de bouquins, et ça inclut la logistique. J'en ai un qui va t'intéresser, qui traite toute la logistique, mec. Crois-moi, toute la logistique. L'aspect logistique du début de la République jusqu'à la fin de l'Empire. Un bouquin incroyable, avec toutes les illustrations et tout, les fouilles archéologiques qui vont avec. Une pure merveille. Alors, ils ont voulu faire une World Conquest. Mais oui, Veliokali. Et ça peut sembler drôle, mais on va dire que la fin de l'Empire mongol, c'est Kubilai Khan. Mais sous Kubilai Khan, l'Empire mongol est à son extension maximum. Sous Kubilai Khan, les Mongols sont encore sur l'Adriatique, en Croatie. On a un petit Khanat en Croatie. Ils sont en Anatolie, donc ils sont Adriatique, Méditerranée. Ils ont un petit bout de la Pologne, ils sont en Biélorussie. Toute la Russie paye tribut. Il y a l'Inde qui résiste. Mais Kubilai Khan va faire des gigantesques conquêtes, donc il va unifier toute la Chine. Il va échouer au Japon. On va avoir des invasions mongoles en Indonésie, le Vietnam. C'est un truc de dingue. Genre, il faut comprendre qu'à leur âge d'or, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont de la Corée à la Syrie, à la Croatie, jusqu'en Indonésie. Et eux sont encore dans leur mentalité de conquête universelle. Il y a des dissensions dans l'Empire, certes, mais ils sont encore sur cette idée d'unir le monde sous leur bannière. Et ils utilisent les gens qu'ils ont conquis pour ça. C'est des armées chinoises qui meurent au Japon, avec peut-être une petite noblesse mongole, mais c'est des marins chinois, c'est une flotte chinoise, faite par des ingénieurs chinois, qui meurent au Japon au nom de la République, de la monarchie universelle mongole. Non, Kubilai Khan, c'est pas 1160, 1227, c'est bien plus tard. Non, Amarsundi, tu fais une erreur sur Kubilai Khan. Kubilai Khan, c'est après, c'est bien après. Ah, c'est pas grave. C'est pas des marins coréens aussi, bien sûr. Coréens, chinois. Mais c'est... Donc, si vous voulez en apprendre plus, j'espère que j'ai jeté la pas suffisamment fort. Mais si vous voulez vous en apprendre plus, vous avez vu que c'est extrêmement intéressant comme période et que rien que d'en parler, moi je suis passionné. Donc j'adore l'Empire mongol, c'est incroyable. Il y a énormément de stéréotypes, ça vaut le coup de dépasser les stéréotypes et d'en apprendre plus. Parce que surtout au niveau militaire, au niveau sociologique, les Mongols étaient vraiment intéressants. Leur relation à la nature et à la chasse, pour eux, ils chassaient comme ils faisaient la guerre. C'est extrêmement intéressant. Ah oui, bah, Egavlov qui est calé en histoire aussi. Bah, Egavlov, si t'as des bouquins sur ça, faudra pas hésiter. Moi, je connais pas bien le sujet sur les Japonais par rapport aux 2 invasions mongoles. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc si vous voulez en savoir plus, vous l'achetez le bouquin. Je pense que ça se trouve facilement sur Amazon et tout. Croyez-moi, ça vaut l'investissement. Ça vaut l'investissement. C'est un super bouquin. C'est un super bouquin. Donc si vous êtes intéressé par les Mongols et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'acheter. Alors j'ai pas mal de... Comme je dis, j'ai énormément de bouquins. J'ai tout un... Il y a un auteur anglais que j'adore qui s'appelle David Goldsworthy, qui est un monstre anglo-saxon sur l'Empire romain. J'ai quasiment toute sa collection de bouquins. Et lui, je ferai sûrement des présentations de livres. J'ai aussi Roger Crowley, qui est un anglo-saxon qui fait des bouquins incroyables sur l'Empire portugais, la chute de Constantinople, sur la guerre navale entre les Ottomans et les puissances occidentales dans la Méditerranée pendant quasiment 80 ans, jusqu'à Lépante et même après. Il fait des bouquins géniaux. En fait, c'est un ancien ingénieur maritime. Donc lui, je présenterai ses bouquins aussi. Comme j'ai fait aujourd'hui. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés,
Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'Empire mongol? Est-ce qu'il y en a qui veulent en savoir plus? Est-ce qu'il y en a qui veulent en apprendre plus? Ça n'a pas vocation à durer 10 heures ce que je fais là, hein. C'est une petite présentation. Hein. Et si vous avez des questions, je vous laisse 2 minutes pour les poser. Et après, je bouclerai. Donc je ferai ça tous les vendredis soirs. S'il y a des gens qui sont intéressés pour venir présenter un bouquin, j'en parlerai, Glaps, de ça. C'est incroyable. Les caravelles mamelouks faites par des ingénieurs vénitiens en mer Rouge qui vont taper les Portugais et leur flotte d'épices. Ah, je connais Théodore Mommsen. Il y a des très très bons écrivains anglo-saxons sur l'Empire romain. Hein. Il y a beaucoup à faire. Donc ouais, pour ceux qui sont intéressés pour proposer des livres, ce que je vous fais, c'est que vous me dites ça vendredi prochain à 20h, vous me dites ça avant. Vous me contactez sur Facebook, sur Steam, sur Twitch. Vous m'envoyez un message. Je vous rajoute à Discord, on fait un petit test de micro. Et moi, je vous prépare un peu, vous me dites les bouquins. Comme ça, je vous chope les images des bouquins, de l'auteur. Et puis, je vous laisse en roue libre, un quart d'heure, 20 minutes. Et vous présentez un peu le bouquin, un peu l'histoire qui va avec. Et puis voilà. Un mini exposé sur le bouquin et le contexte qui va avec. Et l'auteur. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc la semaine prochaine, je verrai s'il y a des gens qui sont intéressés. Sinon, bah moi je ferai sûrement un truc. J'ai tellement de bouquins à proposer que j'ai l'embarras du choix. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Si certains connaissaient rien à l'Empire mongol, j'espère que je vous ai légèrement appris 2-3 choses et que vous m'aurez pas idiot ce soir. Et si vous voulez en savoir plus, bah vous achetez le bouquin. Et vous pouvez même lire plus sur l'auteur. Hein. L'auteur était un sacré personnage. Donc n'hésitez pas à aller acheter le bouquin ou même ses autres bouquins. Hein. Comme je vous dis, il y en a un paquet. Hein. Il a pas mal écrit sur les Timurides. Tamerlan. Il a aussi écrit sur Babur. Babur, c'était le Babur et les grands Moghols. Donc toute l'invasion de l'Inde par les Timurides qui se sont installés, qui ont mis en place l'Empire moghol. Il a beaucoup écrit là-dessus. Donc ça vaut le coup d'être lu. C'est très intéressant. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que je vous ai... j'espère que je vous ai enrichi. Et puis n'hésitez pas à aller acheter les bouquins. Et comme je dis, si certains sont motivés, n'hésitez pas surtout pas à me contacter. Je vous laisserai parler autant que vous voulez, hein, un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, moi, je pourrais être aussi spectateur et je pourrais boire une bière en même temps. Voilà. C'était pour mon histoire de l'Empire mongol. Donc comme je dis, je sais pas ce que je ferai la semaine prochaine. On m'a parlé de l'Empire romain, donc peut-être que je partirai sur les guerres puniques d'Adrian Golworthy, parler un peu d'Hannibal. Pour ceux qui connaissent pas, il y a beaucoup de mythes autour d'Hannibal, donc peut-être que je parlerai un peu de la deuxième guerre punique avec Hannibal qui a traversé les Alpes et tout. C'est super. Hein. Adrian Golworthy, il a fait un bouquin qui s'appelle la deuxième guerre punique. Les guerres puniques. Un gros pavé vraiment génial. La bataille de Cannae et tout. Plein de mythes aussi. Et voilà. J'espère que ce format vous plaît. Je ferai ça tous les vendredis. Et puis, si vous voulez en apprendre plus et même discuter, là au moins, vu que je fais pas du gaming, j'ai le chat sous les yeux, donc je peux répondre aux questions et tout. Et c'est vrai que c'est plus chouette pour moi en termes de format aussi. Voilà, donc demain, 14h, je continuerai la game d'anneau avec Chouan, Oxo et Tengreen. Ça sera la dernière session. On a pas mal appris là, donc on pourra peut-être en relancer une avec du plus haut niveau. Mais voilà, on finira ça à 14h. On jouera sûrement 2-3 heures, tranquille. Et puis, pour ceux qui sont là juste pour ce format, je vous dis rendez-vous vendredi prochain, 20h, même heure. Et je vous présenterai un autre bouquin. Et si certains veulent présenter leur livre, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir. Parce que moi aussi, je suis toujours à la recherche de bonnes sources. Des fois, je vois des bouquins, je sais pas s'ils sont bons ou pas. Donc si vous venez, que vous présentez un bouquin et que vous me dites qu'il est bon, bah... Moi, je vais être très enclin, dès que j'aurai du fric, à aller l'acheter. Je suis toujours à la recherche de bouquins. Il y a des bouquins partout dans cet appart à la con, là. Là, il y en a même sur les bières. Non, mais sans déconner, regardez. Là, il y a une pile de bouquins sur les bières, quoi. Il y a des bouquins partout. Et je vous montre pas ma piole, hein. Tiens, ma piole à l'étage. Ouais, je suis sur 2 étages. Là, il y a la mezzanine. Hop. Et il y a encore plus de bouquins à l'étage, c'est la catastrophe. Sur ce, messieurs, passez une bonne soirée. Rendez-vous à demain. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, vendredi prochain, contactez-moi, 20h. A plus tout le monde. Ciao.